bien, on continue, hein. On suit avec Élie. Rebonjour. Rebonjour, Élie. On va s'habituer à vos visages, hein. Petit à petit. Assez vite, je pense même. Et puis on est surtout avec Lola Lafont qui est à ma gauche, et puis avec Lorraine Groff pour deux livres qui sont assez différents, mais on se dit que vous aviez peut-être des choses à vous dire, en fait. Je crois que c'est un peu comme ça que les choses se sont déroulées. Comme la couverture est très simple à lire, il n'a jamais été trop tard, parce qu'on ne sait pas dans quel ordre c'est. De Lola Lafont aux éditions Stock et les Terres indomptées de Lorraine Groff aux éditions de l'Olivier, traduit par Karine Chichereau, mais sans interprète pour le plateau, puisque voilà, tu parles un français qu'on est tout à fait capable de comprendre. Et on va se promener entre les deux livres en commençant avec Lola Lafont. Donc c'est moi. Donc c'est toi, Lola Lafont. Je commence par vous présenter brièvement, même si j'imagine que la plupart des gens ici vous connaissent. Donc Lola Lafont, vous avez grandi entre Paris, Sofia et Bucarest. Vous avez d'abord été danseuse et vous êtes aujourd'hui écrivaine, mais aussi chanteuse et compositrice. Vous êtes l'autrice de nombreux romans, depuis Une fièvre impossible à négocier, paru chez Flammarion en 2003. Et je ne vais pas citer tous les romans, mais il y a eu La petite communiste qui ne souriait jamais, chez Actes Sud en 2014, qui a reçu de nombreux prix, dont le prix Ouest-France Étonnant Voyageur. Il y a eu Chaviré chez Actes Sud en 2020, et puis Quand tu écouteras cette chanson, paru chez Stock en 2022, lié à votre nuit passée dans la maison d'Anne Frank. Et vous êtes avec nous aujourd'hui pour ce livre-ci, Il n'a jamais été trop tard, paru chez Stock. Donc ce livre, c'est la somme de vos chroniques parues dans Libération en 2023 et 2024 à raison d'un texte par mois. Et on y revit 2 ans d'histoire, cette histoire qui s'appelle pour un temps, pas très long d'ailleurs, l'actualité. On y revit les luttes contre les méga-bassines, différentes luttes sociales, le meurtre du jeune Naël, le procès des viols de Mazan, la dissolution de l'Assemblée nationale, la victoire de la gauche aux législatives et l'espoir qu'elle a suscité, pas très long non plus, et bien sûr Gaza. Je vais commencer par une phrase de votre père que vous citez au début du livre. Vous rappelez donc cette phrase, une phrase oubliée mais qui s'est rappelée à vous. Veille à garder la bonne distance avec ce que tu traverseras, à retenir l'horizon comme une leçon toujours en cours. En quoi elle vous a aidé cette phrase dans la manière d'aborder les chroniques et puis l'écriture de ce livre? Alors bonjour à toutes et à tous. Alors je vais commencer par je ne vais pas vous faire plaisir, mais vous avez oublié la moitié du livre, c'est-à-dire qu'il y a les chroniques de Libé, mais elles sont reliées par des textes qui sont tous inédits. Et c'est un peu le principe de ce livre, c'est-à-dire qu'il y a, pour moi, les textes de Libé, d'une certaine façon, ça serait le monde extérieur, ça serait un événement par mois, mais qu'il manquait quand même ce que j'appelle l'actualité intérieure, qui sont tous ces textes inédits en Italie, qui sont ce qui nous rassemble tous, c'est-à-dire la mort d'un parent, le vieillissement d'un animal, d'un chien, l'amitié, tout ce qui vraiment compose en réalité notre actualité. Et que ces textes, les uns ne vont pas sans les autres, en fait. Donc c'est important parce que ça n'est vraiment pas une revue de presse, c'est pas une compilation de chroniques. Et dans ces textes intimes où vous allez et venez à différents étages de votre vie, on sent peut-être une envie d'articuler aussi, et ça revient dans vos réflexions dans les chroniques, le jeu au nous. Et vous revenez souvent sur la question de comment on peut construire ce nous qui aujourd'hui semble parfois faire défaut. C'est intéressant le nous, et puis c'est un problème et une merveille en même temps, parce que le nous, c'est le collectif, c'est se définir comme ayant un truc en commun, et malheureusement aussi le nous invite aussi à dire il y a vous en face, et donc à se définir contre un vous. Et donc, c'est à la fois une chance et une malédiction, le nous. On n'arrive pas à savoir vraiment ce que c'est. Et puis, pour répondre à votre première question sur la phrase sur la distance, c'est vrai que moi, je ne suis pas journaliste et que donc je ne sais pas réagir à chaud.
Je suis incapable de commenter quelque chose et d'en dire quelque... Enfin, je ne sais pas faire. Si on me demande, tiens, tu as un truc à dire là-dessus, non, je ne sais pas. Et je pense que la place de la littérature, justement, elle est à côté de ça. Elle est dans le temps long. Ça, c'est un peu un lieu commun, mais elle est surtout dans... Quand je dis distance, en fait, ce n'est pas pour s'extraire, c'est plutôt pour comme quand on veut regarder un tableau. Le tableau, vous pouvez le regarder en étant assis juste devant, c'est très intéressant, mais vous pouvez aussi reculer pour regarder un tableau, et alors vous en aurez une toute autre vision, et vous pourrez aussi vous dire que ce paysage vous évoque soit un paysage connu, soit l'inconnu. En tout cas, je pense que les interprétations sont plus larges quand on s'éloigne de ce qu'on écrit. Donc c'est pour ça que cette phrase, elle comptait pour moi. Et donc, avant d'écrire ces chroniques, vous aviez écrit de nombreux romans. Comment le fait de s'assigner à cette contrainte de la chronique, ça a déplacé, modifié votre écriture? Alors, déjà, c'est une grande chance d'avoir une place dans un quotidien national, surtout en ce moment quand on vous offre la possibilité d'écrire sur quelque chose, en fait. D'avoir une voix, même si je ne suis pas sûre que ça soit si important que ça, mais quand même, c'est l'occasion d'avoir une voix. Je pense qu'il faut le prendre avec beaucoup de sérieux. D'une façon pratique, moi, c'est l'angoisse, en fait. Je dois le rendre le jeudi matin, le samedi, je suis déjà très mal. Vous voyez, ce week-end, par exemple, je devrais travailler sur ma chronique qui, je peux vous dire, je suis là en train de me dire, bon, ok, j'espère que j'ai un petit truc. Et j'espère surtout qu'il n'y aura pas la fin du monde après-demain, que je dois changer mon idée. Vous voyez, c'est toujours ça qui est terrible. Vous avez une idée, et par exemple, la dissolution, j'en ai voulu personnellement à Macron, en fait. C'était horrible, j'avais fait un texte qui était pas trop mal. Et là, il dissout, et ça marche plus. Et même ma fin, c'était un cauchemar. Et voilà. Et une question que je me suis posée, c'est est-ce que les chroniques, vous les avez publiées dans le texte telles qu'elles sont parues dans Libération, ou au moment d'en faire un objet avec une forme, un livre, vous avez souhaité les reprendre ou en ajuster certains Alors aspects? je me suis dit que j'allais publier comme ça jusqu'au moment où je me suis rendu compte, parce que je suis un peu précise, et alors je suis tellement ravie, c'est une petite parenthèse, d'être avec Lorraine Groff, parce que si vous l'avez lu, vous le savez, et vous la lirez, donc vous verrez, c'est une langue hyper précise. C'est une langue qui est vraiment... Vous ne pourriez pas remplacer un mot de ce qu'elle écrit. Tout est vraiment hyper précis. Et moi, je suis très touchée par ce genre d'écriture. Mais justement, en reprenant les chroniques, je me suis rendu compte que comme c'est de mois en mois, j'ai des répétitions qui sont des obsessions, alors qui tiennent, parce que de mois en mois, les gens ne me disent pas « Ah, t'as répété ce mot en septembre ». Non, mais quand vous les mettez dans un livre, vous devez faire une sorte de tout qui change l'écriture. C'est-à-dire, je les ai revus. Je ne les ai pas modifiés, mais j'ai dû en tenir compte dans leur continuité, ce qui est quand même un peu différent. Et peut-être une dernière question avant de rentrer dans les faits d'actualité vraiment que vous abordez, sur cette contrainte qui est d'écrire et d'être commenté, notamment sur les réseaux sociaux. C'est quelque chose que vous problématisez dans le livre, et vous revenez souvent sur en fait, l'impact des réseaux sociaux dans la manière dont on a de vivre l'actualité. Qu'est-ce que ça faisait pour vous d'écrire en sachant que vous alliez être commenté, parfois même sans avoir été lu? C'est très étrange par rapport au roman, parce que le roman, c'est un temps dont vous publiez, et puis vous allez avoir les réactions des lecteurs ou pas, et vous allez voir les gens dans les festivals, dans les librairies. Mais là, effectivement, vous sortez un texte, tout de suite, 2 jours après, il est sur les réseaux sociaux, et comme c'est pour abonnés, on ne voit que le début. Et vous avez une déferlante à chaque fois de haine ou de débat entre les gens, qui n'a plus rien à voir avec ce que vous avez écrit. Et celle qui m'a le plus... et il faut, oui, c'est vrai qu'il faut essayer que ça n'impacte pas votre écriture, que vous n'ayez pas peur. Moi, je pense que c'est difficile. Je pense que quand même, on tient compte de cette violence, et qu'on n'est pas chaque mois prête à s'offrir comme ça à la violence des mots. Et il y a une des chroniques qui m'a beaucoup frappée dans ce que veulent dire les mots. C'était une chronique sur la fête des mères, et qui était absolument pas, remettait absolument pas en cause le rôle des mères. C'était pas le sujet. Moi, je proposais dans cette chronique une vision du rôle de mère amateur, parce que je trouvais qu'on demandait trop de professionnalisation aux mères, et que ça serait quand même génial de pouvoir être une mère amateur avec tout ce que ça suppose de tâtonnement. Le titre, plus peut-être ma réputation, je ne sais pas, a fait qu'elle a été commentée sur CNews.
Et j'ai reçu, mais c'était horrible en fait. C'était des kilos d'insultes et ça n'avait effectivement, on était très loin de l'intention de départ, mais même du texte. L'écrit n'avait plus aucune importance, à part le sujet. Un roman, c'est tout à fait autre chose. Et c'est vrai qu'on sent que dans votre pensée, vous élaborez souvent des réflexions autour de la nécessité de douter, d'être dans une forme de tremblement, et en même temps, vous problématisez la nuance en disant ça peut être une fuite. Et donc, comment vous pilotez entre ces deux balises-là? Alors, c'est un livre qui est vraiment basé sur des définitions de mots, parce que j'aime beaucoup me pencher sur le mot physique, en fait, c'est-à-dire me dire, tiens, examinons l'étymologie, les synonymes. Le moment où j'ai eu envie d'écrire sur l'inquiétude et que je me suis rendu compte que l'inquiétude, la définition, c'est l'état de celui ou de celle qui est en mouvement, et qu'en fait, il vaut mieux dire intranquille, et que finalement, c'est un très bel état, et que c'est intéressant d'être dans un moment où tous les coachs de vie vous propose des choses pour vous en débarrasser de l'inquiétude, alors que c'est totalement, je veux dire, c'est vraiment l'acte d'être en vie fait que vous êtes inquiet, que vous êtes dans un mouvement en fait envers l'autre, envers ce qui est vu, envers ce qui est entendu. Donc il y a eu ce passage vers le mot physique aussi, vers la définition. Et voilà, je ne sais plus votre question, mais C'était entre oui, ça y la est. nuance, Eh ben, trembler, pas trembler. c'est vrai que plus que le doute, c'est le questionnement. Je me défie vraiment beaucoup du livre solution, du livre injonction, que ça fasse comme ça une sorte je n'aime pas qu'on me prenne par la main et qu'on me dise que c'est là qu'il faut aller, etc. Donc il y a vraiment, j'aime le chemin, oui, j'aime la question, mais en revanche, comme vous dites, là, souvent, depuis quelque temps, quand on dit oui, il faut être nuancé, c'est en termes de féminisme, en tout cas, c'est souvent pour dire oh bah c'est un peu un par un point chacun, la balle au centre. En fait, non, non. Dans les violences sexuelles, il n'y a pas un point partout. C'est pas vrai. Il n'y a pas de nuance. C'est pas le mot nuance est souvent une sorte de mot qui veut dire en fait je ne vais pas prendre position. Et il y a des sujets sur lesquels être nuancé, c'est dire je ne prends pas position. Il y a évidemment un événement qui est venu percuter le monde pendant ces 2 années. Ça a été donc l'attaque du 7 octobre et puis la réponse d'Israël qui est toujours en cours aujourd'hui. Vous aviez à ce moment-là la parole, vous êtes juive, de gauche, donc vous étiez à l'écoute de points de vue contradictoires et vous aviez donc cet espace pour parler. Mais dans le livre, vous dites qu'il est devenu presque impossible de se parler, et je vais vous lire. Sans doute aurait-on dû oser s'avouer brisé par trop d'images atroces. Sans doute vaudrait-il mieux le concéder, les mots nous manquent, nous ne savons pas que faire de ce que nous voyons, de ce que nous lisons. Au lieu de ça, on monte le ton. Nos mots ne sont que majuscules et exclamations, des mots pareils à des clous sur un cercueil. Sigille la possibilité d'être modifié, changé par une conversation, sigille la possibilité d'un échange qui ne serait pas un affrontement. Vous écriviez ces mots en décembre 2023. Vous avez la sensation qu'aujourd'hui, on en est où sur ces questions-là? Je ne sais pas si je peux répondre et si j'ai la légitimité de répondre à cette question. On en est où ce qui était à l'œuvre dans ce texte, c'était l'inquiétude, le désastre de ce qui se passe en France, c'est-à-dire de voir que loin, une guerre va provoquer l'impossibilité de se parler. Et que c'est quand même une vraie question quand vous pouvez, et qu'il ne va plus y avoir de dialogue. C'est pour ça que je parle du fait de dialoguer comme la possibilité d'être modifié par l'autre. C'est un danger, le dialogue, un beau danger, je veux dire. C'est peut-être que la personne en face de vous va vous dire, vous allez vous ouvrir et vers une autre parole et dire ah oui, ben, c'est vrai quand même ce que dit l'autre, c'est intéressant. Et que j'ai eu l'impression de commencer à naviguer dans un monde, il n'y aurait que des monologues, un monologue contre un monologue. Et un monologue contre un monologue ne fait pas un échange, ne fait pas une conversation. Donc, je pense que peut-être je ne vous réponds pas parce que je ne suis pas journaliste et je ne peux pas vous faire un état du monde et je pense que ça serait même
obscène que moi je m'y emploie, comme ça, en 3 mots. Je pense que ce n'est pas une bonne idée. Et dans le même texte, vous questionnez les oui mais. Ouais. La manière dont on a eu de rajouter ces oui mais à la fin de la phrase. En quoi ces oui mais, pour vous, ils rendaient presque impossible le début d'un dialogue? Je pense que le oui mais, il est sur énormément de sujets. Moi, la première fois que j'ai commencé à entendre ce oui mais, c'est sur les questions, c'est MeToo en fait. C'est au moment où des femmes, des gens disent leur histoire, je veux dire, mettre des années à dire leur histoire, et puis que tout de suite, c'est accueilli par une nuance, qui est le oui mais, et qui, en gros, la personne n'aurait pas parlé au bon moment, pourquoi si tard? La personne n'a pas utilisé les bons mots, oui mais quand même, elle a dit ça plutôt que ce mot-là. C'est-à-dire que le débat se déplace complètement vers comment ça aurait dû être, au lieu de comment c'est. Et le oui mais, il vient relativiser. Et effectivement, le oui mais est d'une... il met fin à... Enfin, il tente de refermer le couvercle un petit peu. Le oui mais, il est une tentative de remise en ordre, l'ordre qui doit reprendre, en fait. C'est un peu comme quand on dit MeToo, c'est très important. Et puis, vous avez laissé un petit temps. Oui mais, bon, elles exagèrent un peu. C'est vraiment ça, le oui mais pour moi. Et appliqué à tous les sujets politiques, c'est une relativisation qui dit passons à autre chose. Il ne faut pas passer à autre chose. Vous avez dit récemment que MeToo était la seule joie politique de votre existence. Oui, c'était un moment un peu désespéré. Bah, c'est-à-dire que objectivement, franchement, je ne veux pas avoir l'air pessimiste, mais je veux dire, je me dis effectivement que de mon vivant, j'ai assisté à une victoire politique, pas au reste. Non, le reste, ça, pour l'instant, non. Vous savez, j'ai vécu, ma grand-mère était communiste, juive ashkénaze, et elle me disait toujours, je ne verrai pas le communisme, mais toi oui. Je ne pense pas. Pardon. Mais en revanche, concrètement, je pense que parfois, il faut savoir aussi se réjouir. Et de notre vivant, on a vu quelque chose qui est un mouvement politique, qui n'est pas autre chose qu'un mouvement social, mondial, et on l'aura vu. Donc je pense qu'il ne faut pas le négliger, on l'aura vu, et il aura... Je ne dis pas que ça y est, tout va bien, mais on a vu quelque chose qui n'est pas un échec, c'est ça que je veux dire. Tu voulais dire Non, j'avais peut-être une dernière question. C'est justement par rapport à ce mouvement MeToo et à cette joie. Comment votre travail sur les chroniques, comment vous avez essayé d'éclairer cette lutte? Comment vous avez essayé, depuis votre endroit, avec vos armes, de vous y articuler en fait? Ben, je pense que je travaille là-dessus depuis 20 ans, depuis mon premier livre, et qu'au début, j'étais très seule. Il y a 20 ans, je me souviens de mon premier roman, Une fièvre impossible à négocier, qui se passe dans le milieu des squats, avec des black blocs, de milieux anarchistes. Et donc, tous les journalistes hommes à l'époque, mais vraiment, me disaient c'est un roman sur le black bloc. Et toutes les femmes me disaient non, c'est un roman sur le viol. Et peut-être que comment j'essaye de déclarer, je continue mon travail, j'ai envie de vous dire, je continue à porter des personnages que je ne vois pas assez dans les romans, des femmes que je ne vois pas, que moi je n'ai pas vu assez, mais ça y est, on commence à rentrer dans une autre forme de littérature, et j'aime particulièrement, je pense qu'on... je pense que mes romans, surtout peut-être Chaviré, c'est les mauvaises victimes, avec 1000 guillemets, c'est-à-dire ne surtout pas sanctifier la victime. La victime n'est pas une sainte, et il faut laisser une place dans le récit pour l'ambiguïté, pour la complexité de ce que c'est, et la culpabilité aussi que ça entraîne, etc. Et d'un point de vue romanesque, c'est vrai que moi je suis sensible aux personnages de femmes qui sont victimes et coupables, qui sont, je peux dire, je continue. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Merci beaucoup. Lola, on va dialoguer à présent avec Lorraine Groff et ce livre Les Terres Indomptées aux éditions de l'Olivier. Lorraine est nouvelliste, romancière, née à Cooperstown dans l'État de New York, titulaire d'un Master of Fine Arts spécialisé en fiction.
Le premier roman, Les monstres de Templeton, paraît en 2008 et s'inscrit de suite sur la liste des best-sellers du New York Times, c'est pas rien. Vous y évoquez l'écrivain Fenimore Cooper. Voilà, et la ville de Templeton, ancien nom de Cooperstown, donc voilà, James Fenimore Cooper. Vous avez également fait paraître de nombreuses nouvelles dans différents magazines. Un autre roman, Les Furies, a été le succès littéraire de l'année 2015 aux États-Unis, choisi comme meilleur roman de l'année par Barack Obama, carrément. On vous le redit à chaque fois, ça, mais bon, c'est pas rien. En 2024, il se passe quelque chose qui est un geste politique pour vous. Enfin, moi, je l'interprète ça comme un geste politique. Vous ouvrez une librairie à Gainesville, dans la conservatrice républicaine ville de Floride, où vous vivez avec votre mari et vos 2 enfants. Une librairie sanctuaire pour des ouvrages jugés inappropriés par le conservatisme, par le pouvoir en place, et qui traitent la plupart de questions raciales, de droits des femmes, d'identité de genre, etc. Il y a 10 000 livres environ, peut-être plus maintenant. Plus maintenant. Maintenant, hein, plus malheureusement, qui ont été retirés des rayonnages des bibliothèques américaines en 2 ans. Juste pour vous donner une idée. Donc ça, c'est une résistance très concrète d'ouvrir une librairie avec ces fameux livres qui ont été interdits dans un État très conservateur. Là, on a commencé comme ça avec le déversement de haine qui peuvent arriver vis-à-vis d'un auteur, d'une autrice, juste parce qu'il écrit. Et est-ce que juste proposer des livres qui sont soi-disant interdits, ça n'a pas provoqué aussi de la haine? Si, bien sûr. Si, j'imagine. Oui. Il faut d'abord que je fasse mes excuses parce que mon français n'est pas comme il faut, mais merci bien. Et aussi, Lola était si fascinante que j'ai oublié que je dois répondre aux questions. Alors, ok, si. Pour redémarrer. Ouais, ouais. J'aimerais bien dire, quand on ouvre une librairie où il y a beaucoup de livres interdits, les livres interdits mènent aux personnes du droit à beaucoup de férocité. Oui. Ils ont beaucoup de haine contre eux parce que ce sont des textes, des narratifs, des récits qui challengent leurs moyens de vivre. Alors, on a eu beaucoup de la haine contre nous, mais ça va, je suis forte. On a eu de graffiti contre nous, on a eu les choses, les personnes ont dit vraiment pas terrible online, sur ligne, comment dire En ligne. En ligne, oui. Oui, on a eu beaucoup. Nous avons voulu faire des drag story hours. So, drag, ça veut dire, je sais pas, les personnes. Qu'est-ce que c'est en français, les drag? Le drag, c'est drag. Ouais. Ce sont la plupart des hommes qui sont actes très féminines. Oui, en drag. Oui. Oui, c'est pas le déguisement. Ouais, je crois que c'est en façon de eux. Et on fait les histoires pour les petits avec les drag queens. Et c'est adorable. J'adore ça. Mais il y a des hommes qui nous aiment parce qu'on a les choses comme ça. Proposer des livres qui sont interdits, c'est le risque du dialogue dont parlait Lola tout à l'heure, c'est le risque d'être changé, c'est ça qui peut-être attire la haine. Alors, dans les Terres indomptées, ce roman, on est là aussi avec un personnage féminin qui est peut-être ni victime ni coupable. C'est pas si facile comme ça de le déterminer. On est vers 1600 et quelques. C'est une jeune femme, ancienne servante, qui fuit Jamestown, qui est une des premières colonies anglaises sur le sol des futurs États-Unis. Alors on le découvre au fur et à mesure, ça on ne le sait pas tout de suite. C'est le récit de cette fuite. Elle est au milieu du froid, des glaces, elle a faim, elle a froid, elle évite les bêtes, elle évite les hommes.
pour éviter les dialogues, aussi pour éviter la confrontation, parce qu'il y a danger. Et puis, elle essaye d'atteindre les colonies françaises, parce qu'à travers les bois, à travers la plaine, elle sait que c'est loin, mais elle ne sait pas trop à combien de kilomètres, de miles, parce qu'elle a vu un jour une carte étalée sur la table de son ancien maître, et elle a compris qu'au-delà d'un certain espace vierge, il y avait les Français. Et elle a une affection particulière pour les Français. Alors, on se demande un petit peu au début pourquoi cette jeune servante a une telle connaissance, c'est lire une carte et tout. Alors, on est avec ce personnage qu'on va découvrir petit à petit, et on va découvrir son récit, sa fuite aussi, pourquoi, ce qui s'est passé avant, petit à petit, ça peut être entrecoupé. Lorraine, ce qui m'interpelle au départ, c'est que c'est un livre très physique. Il y a beaucoup d'éléments primaires, primo, je ne sais pas comment on pourrait dire ça, primitif, et ça semble très loin quand même d'une vie que vous menez en tant qu'autrice, libraire. Je pense que vous ne vivez pas tout le temps avec la question de la faim, qui est vraiment, ou du froid, ou du combat contre les bêtes sauvages, et pourtant, on a vraiment le sentiment, par l'écriture, grâce à l'écriture, que c'est quelque chose que vous allez chercher au fond de vous. Oui, oui, bien sûr, parce que nous sommes tous les animaux. Je suis un animal. Et le moyen que je comprends le monde, c'est premièrement par le cœur. Et je ne sais pas comment ça se fait d'être une fille de ce temps-là, de ce temps de Shakespeare, mais je sais comment ça se fait d'être un être humain dans un corps où on sent, où on entend, où on a le goût. Ça, je comprends. Alors, c'est pour ça que c'est vraiment très, très physique. Mais aussi, il faut que je vous dise, j'ai voulu me rapprocher à l'expérience de ma petite sœur. Et elle fait les triathlons. Elle était dans 2 Olympiques. Et maintenant, elle fait les Ironman, je ne sais pas comment dire, Ironman. Elle est une personne qui cherche de la douleur, d'un moyen que je ne comprends pas du tout. Alors, j'ai voulu avoir l'expérience d'être un peu comme elle, mais sans être en douleur moi-même. J'ai voulu l'imaginer d'être un peu comme elle. Bien sûr, le fin comme ça, c'est pas choisi, et ce qu'elle fait, c'est vraiment choisi, mais ça m'a rapproché un peu de son expérience d'être dans le monde, de courir jusqu'elle ne peut pas, de nager, faire la natation et de faire sa bicyclette. Elle est folle, je crois. Ouais. Les grands sportifs sont fous, non? Peut-être un peu. Mais alors justement, ce personnage-là. Alors, je ne peux pas vous donner son nom parce qu'elle ne sait pas trop comment elle s'appelle. On l'appelle de plein de noms différents. Alors, je vais quand même la citer. On l'appelle, le premier, c'est Lamentation Marétrix. Bon, c'est pas très gai comme nom, mais parce que orpheline, elle a été recueillie, donc voilà, on l'a appelée Lamentation à l'asile des pauvres. Ça marque quand même son enfance. La maîtresse qu'il a pris avec elle pour s'occuper de sa fille Bess, elle a appelé la fille. Bon, ou la Souillon, évidemment, ou Z, on va dire la dernière de l'alphabet, quoi. Z, c'est comme ça qu'on la découvre un petit peu. Donc, cette jeune fille qui a plein de noms et qui n'en a pas vraiment, elle essaye de s'en trouver un moment. Elle est partagée entre, justement, ses souffrances extrêmes et une certaine ivresse qui est celle de la liberté. Elle découvre quelque chose, qu'elle peut aller là où elle veut, enfin, évidemment moyennant les difficultés du voyage. Et cet entre-deux-là, il est assez magique dans votre livre. Comment est-ce qu'on arrive à être un peu entre ça, cette ivresse de la liberté absolue et la souffrance permanente du corps? Parce que j'ai vu que la civilisation dans laquelle elle était née en ce temps-là, c'était très patriarcal. Ça
n'a lui donné de la valeur. Elle était servante, elle ne pouvait pas lire. Et dans sa religion, si on est né femme, on ne peut pas aller en ciel après la mort. Alors, il n'y a pas de beaucoup de... elle n'avait pas beaucoup de sens de soi, si c'est un mot. Mais sinon, vous me comprenez. Alors, j'ai vu que lorsqu'elle s'enfuit dans la forêt, c'est très dur physiquement. Alors, c'est une chute physiquement, mais à vrai dire, en même temps, j'ai voulu écrire quelque chose qui monte spirituellement. Alors, il y a au commencement pas d'espace entre les deux, mais au fin, il y a un très grand espace entre les deux, entre le spirituel et le physique. Je sais pas, j'ai vu que quand elle est dans la forêt, elle perd de la civilisation, les choses de la civilisation qui l'a blessée, et elle gagne les choses du monde autour d'elle qui lui nourrit. Oui. Je vais lire un petit extrait. Dans la traduction de Karine Chichereau, il lui sembla brusquement qu'elle pouvait presque voir bouger quelque chose sous le manteau gris de son moi quotidien, étouffant et cousu d'habitude, quelque chose qui ressemblait à une géométrie complexe vivant sous la surface du monde matériel. Et ce coup au cœur, vif, magnifique et si rare, était pareil à celui ressenti lorsqu'un des apprentis de l'orfèvre, elle a rencontré des orfèvres, frappait encore un minuscule grumeau d'or, jusqu'à ce qu'une feuille d'or d'une finesse incroyable s'étendît sur la table de marbre. Le moment le plus saisissant, c'était quand cette feuille se déchirait et qu'on voyait les veines du marbre, froides et distinctes, avant que la feuille redevint intacte sous les coups du marteau. Donc elle voit comme un éclair, comme à travers cette feuille d'or qui d'un seul coup s'écarte, et on voit le marbre, elle voit un autre monde en elle. Et elle comprend, et le livre avance vers ça, effectivement, que petit à petit, sa vie change, auquel elle a déjà changé à partir du moment où elle s'est mise en mouvement. Et je voudrais aussi, Lorraine, aborder cette question-là, la question de la... Il y a quelque chose d'un peu magique dans ce livre. C'est très concret, très réaliste, très dur. Mais il y a quelque chose d'un peu qui va au-delà du mystique. C'est la magie de la nature, de ce qui est en train de se passer. D'elle-même qui parle à elle-même, à son autre moi. Cet effet de magie, de monde un peu parallèle, peut-être, qu'on a sous les yeux, mais qu'on ne voit pas. C'était quelque chose qui vous importait aussi. Oui, bien sûr. Je ne suis pas religieuse du tout, parce que je crois que la religion, c'est une interprétation de Dieu, mais je crois que Dieu est beaucoup plus grand, que les mystères éternels sont beaucoup plus grands, trop grands pour les petites têtes des êtres humains. Nous sommes trop petits pour ça, mais ça existe partout. Ça existe dans nos jours. Il faut trouver les miracles partout, je trouve. Et ils sont là derrière toutes nos expériences. C'est là entre les êtres humains. C'est là dans les communautés quand on commence avec l'amour. C'est là dans toutes les choses qu'on fait. Mais c'est très, très difficile de la trouver dans nos quotidiens, dans nos vies de chaque jour. Il y a beaucoup de besoins, il y a beaucoup de choses qu'il faut faire. Il y a des enfants qui sont ennuyeux. Ouais, il y a beaucoup de choses. Alors, on est aveugle un peu contre les mystères comme ça, les mystères d'une chose beaucoup plus grande que nous. Oui. Est-ce que l'amour, ça fait partie des choses beaucoup plus grandes que nous? Bien sûr, c'est partout, oui. Parce que là, il y a un amour quand même, il n'est pas question d'homme,
Il y a de la violence entre avec tout ce qu'elle a vécu. Elle est vaguement attirée par les Français parce qu'ils ont l'air moins sauvages que les autres. Elle se trompe probablement. Mais il y a Bess. Et Bess, pour elle, c'est de la magie. Qui est Bess? Bess est un enfant de sa famille. Alors, la fille était servante dans une famille et Bess est née. Et Bess, je sais pas, Bess est très simple. Elle apprend un peu de langage, un peu des mots, mais pas beaucoup. Mais elle est pure. Elle est dans un autre monde aussi. Elle est dans un autre monde et c'est un monde que notre fille adore. Elle adore et elle a l'amour pur pour elle et Bess aussi a l'amour pur pour notre fille. Peut-être pour pas terminer parce que après il faut lire, donc c'est pas la fin, mais parce qu'on a parlé de ça tout à l'heure, on va vers quelque chose d'un peu mystique et d'un peu magique. Et dans ce livre, il y a quand même une fin extrêmement étonnante. Bon. Hein, on est d'accord? On est Vraiment d'accord. d'accord. Lorraine, vous avez fait exprès. Je suis heureuse. Parce qu'on a une fin alternative, en fait. Voilà, on va dire ça. Il y a une fin réelle et une fin alternative. Et en tant que lecteur ou lectrice, eh ben, Lorraine, elle vous laisse le choix, je crois. On laisse le choix à ce personnage, à cette Z, à cette Souillon, de vivre ou ne pas vivre, en gros. Et ça, je trouve, c'est une merveilleuse idée. On devrait faire ça tout le temps pour les romans. Merci, mais ça a confondu beaucoup de monde. Alors, je suis désolée si ça a confondu les personnes ici. Mais non, oui, j'ai voulu donner de la choix au lecteur. Et dans les romans, c'est pas normal de le faire, mais j'ai voulu le faire. À vrai dire, au commencement, j'avais 3 fins. Et c'était trop. C'était pas bon. Il fallait... Pour le prochain. Ouais, pour le prochain, j'aurais 14. Oui, mais parce que c'est vraiment un livre de free will. Je sais pas comment dire en français. Si quelqu'un veut, peut, je sais pas. La liberté de soi, ouais, quelque chose. Freestyle. Non, c'est pas ça. Libre arbitre. Hein. Quoi? Le libre arbitre. Libre arbre. Libre arbitre. Libre abri. Libre abri. C'est pas ça. Oui, on a libre abri. Oui, mais dans un livre, on peut l'avoir. Alors, oui, on l'a dans nos jours. Je le crois vraiment. Et je n'ai pas voulu mener le lecteur par le nez. Eh ben, c'est réussi, de mon point de vue, c'est tout à fait réussi. Bah, écoutez, moi je sais pas, j'ai l'impression qu'on a envie de lire vos livres, l'une et l'autre. Est-ce que, Lola, est-ce que tu as des questions à poser à Lorraine? Parce que je me suis dit qu'elles avaient des choses à se dire. Ah ben oui, mais j'ai peut-être anticipé la réalité. C'est des questions, j'en ai plein forcément. C'est dur comme ça. C'est pas un piège. Hein. Non. C'est une envie. C'est s'il y a une envie. J'ai une question. Ah, ça me plaît. Comment tu tutoies? Oui, okay. Oui. Comment tu balances tes vies différentes comme ça, romancière et... Ben, je pense que écrire, ça reste toujours écrire, en fait. Et j'aime bien expérimenter différentes sortes d'écriture. Là, j'écris une pièce de théâtre et je trouve que c'est vraiment nouveau. C'est une façon, en fait, d'être fidèle et infidèle. C'est-à-dire, c'est comme fidélité à l'écriture et en même temps d'essayer de voir quand même un vrai changement. Ça remet tout au début. Donc, je trouve ça intéressant parce que ça remet en cause vraiment. Ça m'oblige à me dire que je ne sais pas grand-chose et que je ne sais pas comment faire.
Et donc, je trouve ça... Je suis pas du tout d'accord. Parce que je crois que c'est vraiment différent. Parce qu'en ce moment, actuellement, je suis en train de finir un opéra pour Aix-en-Provence et je ne sais pas du tout comment le faire. Oui, mais moi non plus, je ne sais pas faire la pièce de théâtre. Mais faut y aller voilà, alors. exactement. C'est là où est votre essayer. Ouais, il faut liberté et essayer. souffrance en même temps. C'est ça. Bon, en tout cas, on vous invite à lire. Je laisse rappeler le titre du livre de Lola. Il n'a jamais été trop tard aux éditions Stock et je crois qu'il y a une séance de signature bientôt au Salon du Livre. Vous pouvez. En général, juste après. Ouais. Merci beaucoup, Merci. merci beaucoup Lola. Merci. Et puis Lorraine Groff aux éditions de l'Olivier, Les Terres Indomptées. Merci beaucoup.